Bonjour à tous. Il a combattu l'islamo-gauchisme qui le lui a bien rendu, contesté à gauche, parfois aussi un peu à droite. Jean-Michel Blanquer est l'invité de Point de Vue. Nous reviendrons aussi ensemble sur le sort de Boualem Sansal, dont Jean-Michel Blanquer fait partie du comité de soutien. Le délai pour un pourvoi en cassation de l'écrivain est expiré. Y a-t-il trop de logements sous-occupés? Les normes environnementales sont-elles en train de tuer l'immobilier? L'essayiste et entrepreneur Robin Rivaton vient de rendre un rapport passionnant sur ce sujet. Compte rendu, découvertes et recommandations dans cette émission. Et puis avez-vous une page Wikipédia? Faites-vous confiance à cette encyclopédie qui se veut libre et neutre? Ancien du Figaro TV, Victor Lefebvre a mené l'enquête et il nous livrera ses révélations et son point de vue. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. On est content de vous retrouver sur le plateau du Figaro TV. Merci, avec plaisir. Après une prestation remarquée dans le Figaro la nuit. Mais vous n'étiez pas venu déjà dans Point de Vue. C'est une phrase qui a soulevé pas mal de polémiques cette semaine. Elle est signée du ministre de l'Enseignement de la Recherche. On l'écoute, on réagit ensuite. Maintenant, est-ce que derrière tout ça, il y a un amalgame de temps en temps qui est fait par certains en parlant d'islamo-gauchisme? Ce terme-là n'existe pas, et honnêtement, il n'existe pas en tant que terme universitaire, il n'est même pas bien défini, donc cette notion n'existe pas. Donc j'ai envie de dire, autant oui, il y a des abus, et il faut être extrêmement vigilant, autant se dire qu'il y a un mouvement qui est conçu pour prendre le pouvoir au sein des universités, un mouvement islamo-gauchiste qui serait là en train de vouloir prendre le pouvoir au sein de telle ou telle université. Non, je ne crois pas que ce soit la réalité. Qu'avez-vous pensé en entendant ces propos? J'ai pensé qu'il faut qu'on soit efficace sur ce sujet maintenant. C'est-à-dire que les querelles de mots sont importantes, mais il faut maintenant embrayer vers les réalités. Il a dit lui-même qu'il fallait être ferme sur le sujet. Donc, pour moi, dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est un peu comme dire que la Terre n'est pas ronde, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, il y a des islamistes, je pense que personne ne le nie, pas même les islamistes. Il y a des gauchistes, d'une extrême gauche, personne ne le nie, pas même l'extrême gauche. Il y a des convergences entre les deux. Je crois que même ça, personne ne le nie, même les acteurs eux-mêmes. À partir de là, vous appelez ça islamo-gauchisme, gauchismo-islamisme, vous choisissez le mot que vous voulez, mais le fait est que le phénomène existe, la chose existe. Et aujourd'hui, personne ne peut le nier, d'ailleurs, pas même le ministre en réalité. Il dit qu'il n'existe pas au sens intellectuel du terme, c'est ce qu'il a, qu'il a dit, éclairé dans nos colonnes. Hein. Non, même cela, on peut le discuter. J'ai pas tellement envie de recréer des polémiques de mots, mais il y a évidemment un enracinement intellectuel du sujet. C'est notamment Pierre-André Taguieff qui avait utilisé ce mot. Mais le mot m'importe beaucoup moins que la chose, si vous voulez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez dans certains endroits une convergence entre des secteurs. C'est parfois extrêmement dangereux, c'est notamment très brutal, très violent, comme on l'a vu lorsque M. Balanche, en tant que professeur à Lyon 2, a été agressé. Mais c'est une des manifestations du sujet. C'est synonyme finalement de force antidémocratique et ça doit être regardé comme tel, avec calme, lucidité, force. Et moi, je veux retenir dans son propos le fait qu'il a dit qu'il fallait être ferme sur le sujet. Donc, la querelle de mots, on peut l'avoir à l'infini. Néanmoins, pour moi, la chose existe et elle doit porter un nom. Et ensuite, il faut surtout agir. Et c'est notamment les présidents d'université qui doivent être responsabilisés là-dessus. J'entends tout à fait ce que vous voulez entendre sur les termes qu'a employé le ministre. On se perd en conjecture d'ailleurs sur les raisons qui ont porté le ministre à tenir ces propos-là. Est-ce que c'est ce qu'il pense ou bien est-ce que c'est parce qu'il veut avoir la paix avec une partie du corps universitaire? Je pense que c'est parce qu'il veut éviter le simplisme. Et c'est effectivement le risque qui peut exister. Si vous voulez. C'est comme avec wokisme, islamo-gauchisme. C'est des mots que j'ai été parmi les premiers à utiliser pour mettre en garde. Donc je me sens à l'aise pour être équilibré et le plus fin possible sur la question. C'est pourquoi maintenant ça devient un peu des fourre-tout et je peux comprendre qu'on s'inquiète de ça. Maintenant, ce qui compte surtout, c'est que voilà, vous avez de la violence, de la brutalité et des théories qui sont tout à fait à l'encontre de nos valeurs. Il faut les combattre en sachant désigner les choses et ensuite en se donnant les outils pour le faire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon domaine et c'est ce qu'il faut continuer à faire de manière plus accentuée. Pardon d'insister, mais est-ce que
vous ne voyez pas quand même dans le fait que le ministre tienne ses propos, que c'est le signe que votre combat et ceux qui l'ont mené, votre combat au ministère de l'Éducation nationale en particulier, et ceux qui l'ont mené ont échoué, et que ce n'est pas le signe de la victoire de ceux qui vous ont succédé, comme Pape Ndiaye ou Elisabeth Borne? Il y a deux choses dans ce que vous dites. Le premier, c'est que c'est incontestable qu'en 2022, le message a été brouillé. Le président de la République a assumé ça, et je le regrette. Quand vous avez quitté le ministère de l'Éducation nationale, quand on vous a demandé de quitter le ministère de l'Éducation nationale, que même avant 2022, notamment à la fin du premier quinquennat, j'ai subi tant d'attaques à l'intérieur même de la majorité, parce que je dénonçais l'évidence. Des amis d'Elisabeth Borne. C'est évidemment un problème. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est malheureusement assez clair, et que c'est pas le seul sujet sur lequel, depuis 2022, on a le sentiment d'un zigzag. Donc ma façon de voir, c'est que on a su, pendant le premier quinquennat, mettre des lignes droites et claires et fermes, et c'est la première fois qu'à l'Éducation nationale, il y avait cette ligne si forte, tenue si longtemps. 5 ans, c'est beaucoup, avec des choses concrètes derrière, et qui perdurent. Je pense au comité des sages et de la laïcité, qui maintenant est une institution ancrée et qui édicte des normes au sein de l'Éducation nationale qui sont suivies. Je rappelle que tous les signes ostentatoires étaient interdits quand j'étais ministre, y compris la baya, évidemment, et que c'est les zigzags suivants qui ont créé une espèce d'effet autour de ce sujet. Mais ce qui est important, c'est d'être clair, net, constant. Est-ce que vous pensez que ce genre de propos, justement, contribue à la clarté et à la constance ? En tout cas, ce que je cherche en vous répondant, c'est à ne pas créer tellement de polémique, mais plutôt d'en appeler, de prendre ce qu'il y a de positif dans le propos du ministre quand il dit qu'il faut être ferme. Alors allons-y, soyons fermes sur le sujet, ne nous payons pas de mots et sachons désigner les problèmes pour y répondre, comme on l'a fait à l'Éducation nationale et comme ça doit être fait maintenant dans l'enseignement supérieur. Alors est-ce que le rapport sur l'entrisme des frères musulmans et le fait que le président de la République ait tenu un conseil de défense, au moment même d'ailleurs où le ministre parlait, est un signe qui va dans le sens de la fermeté à laquelle vous appelez et que vous souhaitez? Oui, mais ce qui est important, c'est que les signes ne soient pas contradictoires. Ce signe-là, il est très bon, et j'approuve. Et évidemment qu'il faut l'entrisme des frères musulmans, je le dénonce depuis de nombreuses années, et il existe depuis les années 1920 à l'échelle d'abord du monde arabe, puis maintenant à une échelle internationale. Il faut évidemment le discerner, le combattre. Et le président de la République a donné de bons signaux dans son discours des Mureaux en 2020, avec ce type d'initiative maintenant. Mais maintenant, l'important, c'est de ne pas envoyer ensuite un signe en sens inverse, comme c'est parfois arrivé. Et donc, il faut maintenant, sur cette ligne ferme, dure et claire, maintenir un cap. À l'école et à l'université, de votre point de vue, quels seraient les actes, justement, qui pourraient traduire ces signaux que vous jugez positifs? La méthodologie qu'on a utilisée pour l'enseignement scolaire me semble reproductible, c'est-à-dire vous avez ce conseil des sages et de la laïcité qui dit les normes applicables, qui sont forcément différentes pour le domaine scolaire et le domaine universitaire, et qui deviennent la référence pour tout le monde. Donc on pourrait tout simplement étendre les compétences de ce conseil des sages. Et puis ensuite, vous avez des équipes à l'échelle du rectorat qui viennent appuyer les établissements lorsqu'il y a des problèmes. Donc on doit tenir compte du fait que dans l'enseignement supérieur, il y a évidemment la liberté académique d'une part, et le fait que les étudiants sont majeurs et pas mineurs. Ça change évidemment les règles du jeu, mais celles-ci doivent être claires, nettes et précises, homogènes à l'échelle du territoire. Et ensuite, on doit aider les présidents et présidentes d'université à accomplir ces règles. Prenons un exemple concret, puisqu'on parlait tout à l'heure de Fabrice Balanche. Quand Fabrice Balanche proteste contre la rupture du jeûne, une soirée de rupture de jeûne qui a eu lieu dans les murs de l'université, il doit être soutenu. C'est ce genre de mesure qu'il faut... Oui, c'est un bon exemple, ou si les choses avaient été... clairement assumé par la présidence de l'université dans le sens d'une laïcité évidente, il n'y aurait même pas eu le fait qu'un individu est ensuite obligé d'assumer lui-même Donc, si vous voulez, la situation actuelle, elle amène trop souvent à avoir des personnes qui, à titre individuel,
font valoir les règles de la République, alors que c'est à titre institutionnel que ça doit être fait. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché à faire à l'Éducation nationale, imparfaitement, avec des limites, parce qu'il y a une telle pente à remonter que ça ne se fait pas en un jour. Mais en tout cas, on a indiqué une direction claire. Il faut maintenant que cette direction soit complète et complètement reprise. Dans l'actualité aussi, Jean-Michel Blanquer, il y a le sort de Boualem Sansal. Vous êtes un des responsables éminents de son comité de soutien. Est-ce que vous avez des nouvelles d'abord ? On a un peu de nouvelles, j'allais dire pour de mauvaises raisons, puisqu'il a eu son procès, donc c'est le moment où, en quelque sorte, il peut être vu. Donc son avocat, qui du fait des enjeux de visa, n'est arrivé qu'après le procès, ce qui est quand même un peu bizarre, a pu quand même le voir et nous dire en gros qu'il y a en gros une grande force morale. On le savait, mais c'est toujours bon de savoir qu'elle est toujours là. Et évidemment, une fragilité physique, tout simplement parce que c'est un homme de 80 ans, malade, comme nous le savons tous, et qu'en plus, les conditions de détention sont ce qu'elles sont. Avec l'été qui est là maintenant et les grandes chaleurs, c'est aussi un sujet qui nous inquiète, en plus de sa maladie. C'était la date ultime pour un recours en cassation. A-t-il été fait ? Non, et je ne suis pas dans la tête de Boualem Sansal, mais je pense que c'est parce qu'il considère que voilà, ça allait être encore une confirmation, puisque on peut avoir des doutes sur l'indépendance de la justice et ses modalités. Donc je pense que il a joué le jeu de l'appel et il ne joue pas le jeu de la cassation. D'autant plus que ce n'est plus un point de droit qui est en jeu. Le point de droit, c'est devrait être qu'on n'emprisonne pas quelqu'un pour ses idées, tout simplement. À partir du moment où vous avez un système juridique qui assume qu'on peut emprisonner quelqu'un pour ses idées, le seul espoir devient la grâce présidentielle, c'est-à-dire le fait du prince. Donc nous, on a placé aussi nos espoirs dans cela. Maintenant, nous, quand je dis nous, c'est le comité de soutien, mais de façon générale, tous ceux qui soutiennent Boualem Sansal, nous avons été calmes, pondérés, équilibrés, pour tout simplement préserver toutes les chances de notre ami. Maintenant, nous voyons bien que cette stratégie diplomatique semble ne pas fonctionner. Je préfère utiliser là aussi des mots choisis pour préserver toutes les chances. Il n'en demeure pas moins que la mobilisation doit être désormais extrêmement forte. Et un des points que je souligne le plus depuis le début, et je voudrais ressouligner devant vous, c'est que ce n'est pas une affaire franco-algérienne, c'est une affaire universelle, internationale, une affaire de principe. C'est une affaire Dreyfus de notre époque. Elle concerne l'Europe. L'affaire Dreyfus. Bien sûr, c'est l'emprisonnement injuste d'un homme qui incarne plus que lui-même. C'est un être humain fragile, unique, mais cet être humain fragile et unique incarne à lui seul la cause de la liberté d'expression. Et derrière Boualem Sansal, c'est d'abord d'autres prisonniers arbitraires, comme malheureusement notre compatriote journaliste qui a été emprisonné lui aussi. Et ceci met l'Algérie dans la situation de faire comme l'Iran. C'est deux pays qui sont en ce moment ressemblants sur ce point, c'est-à-dire qui pratiquent ce qu'on peut appeler une diplomatie des otages, puisqu'on comprend, y compris dans des articles de la presse algérienne, que au fond, quand on voit une comparaison qui est faite dans certains articles directement branchés sur le pouvoir, entre Boualem Sansal d'une part et Georges Ibrahim Abdallah de l'autre, c'est à peu près comme si vous comparez Voltaire et Landru, si vous voulez. Et donc on veut échanger Voltaire contre Landru. Et ça, c'est évidemment insupportable comme logique, et il faut savoir le pointer. Moi, on signale d'ailleurs aux plus jeunes générations que Georges Ibrahim Abdallah était un Iranien qui était proche un Libanais qui était proche du régime iranien et qui a été arrêté et emprisonné en France. Pour des assassinats. Pas pour des idées qu'il avait exprimées, pour des assassinats. C'est pour ça que, si vous voulez, il faut remettre les choses en ordre. On habitue les esprits à des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs, malheureusement, la rhétorique algérienne s'est spécialisée dans cela. Voilà. Est-ce qu'on peut emprisonner quelqu'un aujourd'hui dans un pays en raison de ses idées? La question, elle est simple. Si on répond oui, ça signifie qu'on peut emprisonner Boualem Sansal. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait du prince. Est-ce que vous espérez un geste de clémence de la part du pouvoir algérien? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous le demandons, et nous le disons avec calme et fermeté. Nous disons que, encore une fois, c'est pas un sujet
qu'un sujet français. L'Académie franco-allemande, à l'initiative de Matthias Feckel, a mobilisé en Allemagne des écrivains allemands, les pouvoirs publics allemands. Les Latino-Américains, des écrivains latino-américains. J'ai sollicité moi-même des écrivains latino-américains. 30 des meilleurs écrivains latino-américains se sont mobilisés, des gouvernements latino-américains. Peut-être demain, le président Lula, les pouvoirs publics allemands. En République tchèque, où un prix de la liberté d'expression a été donné à Boualem Sansal, dans la presse internationale, nous avons mobilisé en Italie, aux États-Unis, partout. Donc, s'il n'est pas libéré, que va-t-il se passer? Une mobilisation progressive de l'opinion publique mondiale. Vous savez, quand Nelson Mandela était prisonnier, c'est pas tout de suite que vous avez eu un immense mouvement mondial pour lui. Bien, si le pouvoir algérien n'a pas envie de se retrouver avec une situation de pression internationale trop forte, il est temps de le faire, d'autant plus que nous allons maintenant exiger des autorités européennes de se mobiliser pour de vrai pour Boualem Sansal. Si on construit l'Europe, c'est pour être plus fort. Elles étaient ignorantes, les autorités européennes, ou bien est-ce qu'elles n'ont pas été informées par les autorités françaises? Ils savent lire le journal aussi, quand même. Ils savent lire le journal, que je sache. Mais est-ce que Jean-Noël Barrot les a vraiment, et Benjamin Haddad les ont vraiment informés? Je pense que Benjamin Haddad était qui est en charge de l'Europe, a été très mobilisé sur le sujet et qu'on ne peut pas lui faire ce procès. Les parlementaires européens, on a vu notamment François-Xavier Bellamy, mais d'autres aussi, parlementaires français comme Caroline Yadan et d'autres, ont su faire ce qu'il fallait en la matière. Et donc, aujourd'hui, l'Union européenne ne peut évidemment pas faire la sourde oreille. Si on construit l'Europe, c'est pour être plus fort. C'est que quand vous êtes citoyen français et européen et que vous êtes emprisonné arbitrairement quelque part, c'est non seulement le poids de la France, qui est déjà important, mais aussi le poids de l'Europe qui doit venir à votre secours. Est-ce que d'abord, est-ce que le gouvernement français, les autorités françaises et le gouvernement français se sont quand même suffisamment mobilisés dans cette affaire? C'est pareil que d'autres questions précédentes. Je ne veux pas... j'ai pas envie de créer de polémique dans l'affaire, parce que ce qui compte, c'est la libération de Boualem Sansal. Mais ce que je veux dire, c'est que la fermeté peut aller avec le calme, et que la mollesse peut aller avec l'excitation, et que, en l'occurrence, nous devons avoir fermeté et calme. Une mollesse calme, plutôt. Oui, mais on a surtout parfois des effets d'essuie-glace ou de zigzag qui ne vont pas dans la bonne direction. Donc, ce qui est très important, encore une fois, sur ce sujet comme sur d'autres, c'est une ligne claire et droite, une force de la France. La France ne se laisse pas insulter, la France ne se laisse pas humilier, et la France défend ses ressortissants, et elle défend, avec beaucoup de démocratie dans le monde, la liberté d'expression. Est-ce qu'un rapport de force peut marcher, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui, avec le régime algérien? Alors, il peut marcher d'abord en étant, encore une fois, clair dans les discours. Certains disent qu'il faut dénoncer les accords de 68. Oui, alors après, il y a ensuite ce qui est explicite et ce qui est implicite. D'abord, nous avons toute une série de leviers vis-à-vis de l'Algérie qui ne sont pas forcément des leviers publics, mais qui doivent fonctionner, car il y a beaucoup d'intérêts algériens en France. Certains visas, certains avoirs. Bien sûr, il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, et ça doit être fait. Peut-être sans tambour ni trompette, mais ça doit être fait, c'est clair, net. Deuxièmement, il y a les aspects publics, et il y a notamment, toujours à l'échelle européenne, l'accord Union européenne-Algérie, qui évidemment doit être dans la balance. Nous devons arrêter de nous soumettre à des chantages, d'être avec je ne sais quel complexe d'infériorité, ni complexe d'infériorité, ni complexe de supériorité, juste des principes que nous pouvons partager avec l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'est un magnifique pays, plus grand d'Afrique, potentiel gigantesque. On peut souhaiter pour les Algériens et pour ce pays que nous aimons qu'il se revitalise par le respect des principes que par ailleurs il a pu afficher dans des enceintes comme l'ONU, c'est-à-dire la liberté. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Je signale d'ailleurs que vous organisez à la fin de l'été, dans le cadre du Laboratoire de la République, une université d'été où vous reviendrez sur, bien sûr, le sort, avec des grands débats autour du sort de Boualem Sansal. Le jeudi 28 août au soir, à Autun, il y aura de très nombreuses personnalités, tout le comité international, pour la liberté d'expression,
peut-être avec Boilem-Sansal, c'est le vœu que je formule, et en tout cas pour Boilem-Sansal. Et puis tout le reste, le jeudi, vendredi, samedi, des débats avec des personnalités comme Bruno Retailleau, Jérôme Gage, Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Manuel Valls, bien d'autres qui seront là, et qui sont tous ceux que je viens de citer sont en faveur de la libération de Boilem-Sansal. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Je signale également La Citadelle au cœur du gouvernement. Ça, c'est un document absolument passionnant. C'est le récit de votre passage au ministère de l'Éducation nationale. C'est à lire, absolument à lire, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans l'actualité, les logements chauffés à l'électrique sauvés par une nouvelle loi. Est-ce une bonne mesure? Robin Rivaton, essayiste et auteur d'un rapport sur la nouvelle réglementation sur l'environnement, nous donnera son point de vue, et notamment son point de vue sur cette annonce, signée François Bayrou. Nous avons pris hier une décision très importante qui n'a pas coûté un centime et qui a, vous savez qu'on est dans une crise du logement énorme, et qui a remis sur le marché de la location, écoutez bien, 850 000 logements. Ouais. C'est un grand changement. C'est un énorme changement, ça n'a pas coûté un centime. Et pourquoi? Parce que nous nous sommes aperçus, en étudiant la crise du logement, qu'une règle avait été fixée qui faisait que les logements chauffés à l'électricité étaient presque automatiquement dans les catégories, vous savez, les plus lourdes de l'alphabet, F, G, etc., interdits de location. Miracle, Robin Rivaton, on a joué sur l'alphabet, on a sauvé. Est-ce qu'on a vraiment sauvé des logements avec le nouveau calcul de la DPE? C'était ça, les 3 lettres que cherchait sans doute dans son alphabet François Bayrou. Mais alors, on a modifié le coefficient de conversion de l'énergie primaire. Non, épargnez-nous là. Non, mais déjà dans le Figaro, Anne Revent, qui a fait un papier très intéressant sur la question, elle dit c'est déjà technique. Non, mais c'est très technique, et en fait, c'est un choix strictement politique. Et ce choix politique fait qu'il pénalisait l'électricité. Aussi simple que ça. On avait baissé cet indicateur de 2,5 à 2,3 en 2023. On va le baisser à 1,9 conformément à ce que nous dit l'Union européenne. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Et effectivement, ça permet de rendre les logements chauffés à l'électrique. En clair, quand il y avait des chauffages électriques dans ce genre d'habitation, de logement, d'immeubles, on était considérés comme étant des passoires thermiques ou des gros pollueurs. Oui, on considérait qu'ils consommaient beaucoup plus, puisqu'on multipliait leur consommation réelle par ce chiffre-là. Donc si vous multipliez votre consommation réelle par 2, forcément ça fait beaucoup. Et donc là, en le baissant un peu, ça va permettre à des logements de sortir des catégories F et G. C'est très intéressant parce que on a l'impression que ça participe d'un mouvement qui vise à rétablir l'électricité et qui démontre que l'électricité est peut-être une énergie qui est décarbonée. Oui, notre production électrique en France est extrêmement décarbonée. On est quasiment à zéro, on est à 21 grammes par kilowattheure, autant dire vraiment proche de zéro. Le mix devient aussi de plus en plus renouvelable, donc même l'électricité devient elle-même de plus en plus renouvelable. Donc il n'y a aucun intérêt de pénaliser ce chauffage par l'électrique. Ça marche très bien, c'est comme ça qu'on a construit pendant des décennies en France. Il n'y avait aucune raison de se tirer une balle dans le pied, donc c'est un très bon mouvement et qui permet de sortir du côté punitif de la loi des DPE. Donc c'était effectivement un peu la double peine parce qu'on était un peu tapé au portefeuille et en plus considérés comme des mauvais citoyens. Donc là, il ne reste plus que la question du portefeuille, on va y revenir. Kay Arnaud, qui est une start-up d'analyse de la fiabilité des DPE, estime que le nombre de 850 000 logements qui échapperaient au classement comme passoire énergétique est surévalué. Oui, aujourd'hui c'est très dur parce qu'on n'a pas la vision de tout le parc. Ça fait quand même plusieurs centaines de milliers et au moins plus de 600 000, donc peut-être que 850 est un peu surestimé, mais en tout cas ça permet quand même à des petits logements qui étaient chauffés avec des radiateurs électriques de sortir de la notion d'indécence énergétique, donc de la passoire thermique, et donc de sortir de ce cadre absolument dingue, je peux le dire, qui était de dire on va vous interdire de louer vos logements. On est le seul pays d'Europe à avoir lié le fait d'être en passoire thermique et le fait d'être interdit à la location. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est un indicateur strictement informatif, il n'y a pas de conséquences derrière. Est-ce une bonne nouvelle pour le logement et pour les jeunes ?
Oui, on sait qu'aujourd'hui, ces petites surfaces chauffées à l'électrique sont des petites surfaces principalement utilisées par des jeunes actifs, par des étudiants, par des ménages en instance de divorce ou qui doivent se séparer dans l'urgence. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui ont des difficultés sur le marché locatif. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour les plus modestes. Ceci dit, il va falloir attendre parce que cette nouvelle loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Alors, et donc, les biens qui sont actuellement mal notés, c'est-à-dire F ou G, ne vont pas être proposés à la vente pour l'instant. Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est un décret qui va être mis en concertation, donc c'est pas encore voté. La concertation va avoir lieu à partir de septembre. On espère qu'elle sera positive et que le gouvernement continuera de maintenir sa position. Alors cette concertation de septembre, c'est très intéressant parce que elle vient avec après la publication d'un document qui va contribuer à ces débats et à ces discussions. Et c'est un document que vous avez rédigé, sur lequel vous avez travaillé. C'est un rapport très intéressant sur la réglementation environnementale adoptée en 2020. On le précise, c'est un rapport remis à la demande de la ministre du Logement, Valérie Létard. Peut-être d'un mot, avant de revenir sur ce rapport, Robin Rivaton, quelle était cette réglementation environnementale qui a été adoptée en 2020 ? Alors c'est la norme de la construction, c'est la façon dont on doit produire des logements neufs. Vous aviez avant la RT 2012, réglementation thermique 2012, et en 2020... On comprendra dans ces conditions que quand même il est très difficile d'échapper à l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Exactement, parce que la construction neuve c'est quand même un secteur de 250 milliards d'euros par an, donc ça pèse beaucoup. Il y a 1,8 million d'emplois qui sont directement liés à ça, donc c'est un secteur d'importance économique. Et ce secteur-là, en 2020, on a décidé de rajouter à la dimension thermique, donc la performance énergétique des bâtiments, une dimension carbone, en se disant est-ce que le bâtiment que je produis, que je construis, il contient beaucoup de carbone ou pas. Voilà, pour vous dire à peu près, pour simplifier ce qu'est cette réglementation environnementale 2020. Alors un constat, suite donc aux nombreuses auditions, une soixantaine à peu près, vous avez mené, vous avez vu une chose, vous avez constaté que comme on s'en doute, en tous les cas comme ça suscite pas mal de débats, ces réglementations ont contribué à l'inflation, un surcoût à peu près de 11%. Tout à fait, cette réglementation, parce qu'elle change la façon de faire, elle a un surcoût de 11%, donc elle a un impact sur le nombre de logements qui vont être produits, parce que si le bien est plus cher, les gens en achètent moins, et donc j'ai un impact que j'ai calculé à 211 000 logements en moins, toutes choses étant égales par ailleurs, sur la période 2020-2035. Et en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'impact sur l'effet de gaz à effet de serre n'est pas énorme. Il existe. Il est de 1%, 1,2% de l'empreinte carbone de la France, donc c'est pas rien, c'est avec des petits 1% qu'on finit par faire un effet plus important, mais il est de 1,2 et surtout il est entre 0,8 et 1,2. Donc on n'est pas certain que ce soit 1,2%. Et donc il faut faire attention avec ces politiques qui sont des politiques avec des effets de bord très très importants pour des gains carbone qui, somme toute, ne sont pas si gigantesques que ce qu'on pourrait croire. 1%, c'est le poids de la plus grosse usine la plus polluante de France. Vous voyez des points positifs dans cette réglementation ? Elle a des points positifs, c'est-à-dire que le bâtiment doit faire des efforts pour continuer de produire des bâtiments qui soient de meilleure qualité, qui soient moins émetteurs de carbone. Et donc en ce sens-là, la direction... Attendez, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on a moins émetteurs de carbone, mais est-ce qu'ils sont pour autant de meilleure qualité ? Oui, parce qu'aujourd'hui, un bâtiment qui va être moins émetteur de carbone, c'est un bâtiment qui va avoir, par exemple, l'électricité comme source d'énergie primaire et donc qui va être moins dépendant des importations. On a vu lors de la crise énergétique liée à l'invasion russe de l'Ukraine que le fait de faire venir notre énergie depuis l'étranger... Mais ça ne rend pas un mur plus solide. Ah non, alors après la réglementation contient en elle-même un certain nombre de principes qui disent qu'il faut faire des murs avec plus d'isolants et autres. Donc ça participe à un bâti de meilleure qualité. La question, et c'est le point central de ce rapport, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais mettre quelqu'un en situation d'arbitrer entre le poids carbone du bâtiment et la qualité d'usage du bâtiment. La qualité d'usage du bâtiment, c'est-à-dire qu'un bâtiment, je veux qu'il ait un balcon. Je veux qu'il fasse 2,70 m de hauteur sous plafond. Je veux des baies, je veux des fenêtres, parce que je veux de la lumière à l'intérieur de mon appartement. Et ces caractéristiques-là du logement neuf, il faut qu'elles soient préservées, même si elles se traduisent par un petit surcoût en carbone.
parce que c'est pas le gain carbone dans 15 ou 30 ans qui effacera le bénéfice qu'on peut aujourd'hui apporter à des gens qui achètent dans le neuf. Il y a une autre question, Robin Rivaton, et une autre actualité, c'est une autre polémique d'ailleurs, c'est un chiffre donné par l'INSEE, 25% des logements seraient sous-occupés. Alors d'abord, est-ce que c'est votre analyse aussi, et est-ce que c'est un problème? Ce chiffre est juste. Il reflète le fait que vous avez des gens qui ont acheté notamment des maisons individuelles dans les années 70, 80, 90 et que leurs enfants sont partis et donc ils occupent aujourd'hui à deux un bien fait pour une famille de 4 ou 5. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. C'est la vie des trajectoires résidentielles, de la mobilité résidentielle. Ce qu'il faut, c'est que si ces gens-là veulent quitter leur maison pour aller dans un appartement plus petit, il faut qu'on puisse leur offrir ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut construire des logements, notamment des logements plus petits, mieux adaptés, avec des bonnes qualités d'usage pour qu'ils puissent faire cette transition et qu'ils puissent libérer la maison. Mais il ne faut jamais que ce soit une contrainte de libérer leur bien. Il faut que ce soit un choix volontaire de ces personnes. Vivre dans une maison quand on est très âgé avec des escaliers, c'est pas toujours évident. Et c'est des maisons anciennes qui sont pas toujours adaptées. Mais pour réussir à accompagner ce parcours résidentiel, il faut continuer de produire du logement neuf. Ouais. On entend ça et là quand même que certains logements sous-occupés devraient subir un certain nombre de mesures qui visent à occuper les logements. Non, bah oui, ça c'est la vision totalitaire ou totalitariste du logement, qui est de dire que il faut désormais punir ou en tout cas réquisitionner des logements qui seraient sous-occupés. Évidemment, c'est une vision que personne ne défend et ce serait totalement contraire à le droit de la propriété. Donc, on espère qu'elles ne seront pas suivies. Est-ce que en France aujourd'hui, on est en état chronique et structurel de sous-logement? De production de logements, oui, on ne produit pas assez de logements par rapport aux besoins. On a une population qui continue d'augmenter. On a une population qui décohabite, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes par ménage, liées au divorce, liées au fait que les gens ne se marient plus ou se marient beaucoup plus tard. Donc cette population, ce nombre de ménages augmente et il faut qu'on construise des logements pour que ces besoins soient accommodés. Est-ce que ça ne pose pas justement un problème d'un point de vue environnemental ? C'est toujours un arbitrage, c'est-à-dire que ces logements-là, quand on va les construire, il va y avoir une émission de carbone, c'est sûr, mais dans ce cas-là, sinon la solution la plus simple, c'est de vivre comme des termites sous terre et on émettra le moins de carbone possible. Et je ne pense pas que ce soit le choix d'une bonne politique publique. Il y a tout un débat autour de la question du zéro artificialisation nette. Néanmoins, on voit quand même qu'un certain nombre d'élus, je pense à certains cas dans le sud de la France, arrivent très bien à contourner ces problématiques-là et exproprient encore des propriétaires pour pouvoir construire des logements, donc, ou en tout cas lancer des opérations immobilières. Donc ça fonctionne encore quand même. Oui, non, le marché existe encore. On a perdu quand même 40% entre la période avant-crise de 2021 ou 2022 et aujourd'hui. Donc c'est quand même une chute très très forte de ce marché. C'est un marché sur lequel il faut continuer de produire et il faut produire des logements de qualité. Je pense que ça, c'est un point important. Question qui fâche. Est-ce que l'immigration et la pression sur les logements sociaux contribuent à cette pénurie de logements ? L'augmentation de la population aujourd'hui en France, du nombre de ménages, elle est liée à 3 facteurs. L'augmentation naturelle de la population, le fait que les ménages décohabitent, donc moins de personnes dans chacun des ménages. Pas apparemment dû à une forte natalité. Alors, de moins en moins, mais ça l'était auparavant. Et aujourd'hui, effectivement, une balance migratoire qui est excédentaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui viennent dans le pays que de personnes qui ne partent du pays. Donc ces 3 facteurs ensemble participent effectivement à l'accroissement du besoin de logement. Est-ce que vous croyez toujours à une crise peut-être type gilet jaune autour du logement ? Oui, la bombe sociale, c'était le terme que j'avais forgé il y a 3 ans et qui avait fait un peu florès à l'époque. Oui, le risque existe toujours, puisqu'on voit une tension de plus en plus forte sur le marché locatif, et notamment sur les ménages les plus fragiles, les jeunes travailleurs, les ménages en instance de divorce. La question, c'est est-ce que cette colère
peut s'agréger à un moment, elle est diffuse, elle est un peu partout, elle est répartie. On voit quand même certains élus, et notamment des élus locaux, dans la perspective des municipales, commencer à dire en fait, je vais réouvrir un peu les vannes sur le logement parce que mes concitoyens me disent que là, c'est plus possible et que j'ai besoin de produire des logements pour réussir à accommoder leur vie. Donc, on sent un petit phénomène. Est-ce que ça peut devenir un phénomène national type gilet jaune? C'est un peu difficile à dire. Il y a une question. Vous, c'est la question de la jeunesse qui vous a toujours interpellé sur cette question-là. Cette jeunesse des littoraux qui n'arrivent plus à se loger dans ces zones qui sont très prisées d'une population, elle, plutôt retraitée ou plutôt aisée, venant des grandes métropoles et élisant résidence secondaire dans ces littoraux. Mais il y a quand même un autre phénomène que l'on voit, c'est que de façon générale, les classes moyennes ont de plus en plus de mal à se loger, alors que, on voit que les classes aisées ou moyennes supérieures auront toujours la possibilité de le faire avec des revenus, mais ça coûte de plus en plus cher. Et on voit quand même une inflation de construction de logements sociaux. Est-ce que il n'y a pas un problème qui dépasse le cadre des jeunes et qui dépasse le cadre des personnes soit défavorisées ou en tout cas en forme de précarisation, notamment les mères seules Si, le sujet du logement, aujourd'hui, je vais le résumer en une statistique. Vous aviez 56% de ménages qui étaient propriétaires de leur résidence principale en 2005. En 2025, vous avez toujours 56% des ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. On n'a pas réussi à rendre un ménage de plus propriétaire, alors que dans cette période, depuis 20 ans, on a connu les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne. On allait jusqu'à des taux d'intérêt inférieurs à 1%. Et c'est aujourd'hui la France, qui était un pays plutôt de propriétaires, est devenue parmi les pays avec le moins de propriétaires. Et donc oui, ça nous interroge. Là, on ne parle pas que des jeunes, on ne parle pas que des classes populaires, on parle de la classe moyenne dans son ensemble, de beaucoup de populations. Est-ce que le logement, justement, n'est pas un signe du déclassement français? Mais totalement. Que les gens ne puissent plus devenir propriétaires alors que leurs parents l'ont été, c'est un vrai signe de déclassement. Comme je le dis, les autres pays ont continué de voir leur population de propriétaires augmenter au fil des années, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les Pays-Bas. Nous, on a une population de propriétaires qui a stagné. Et donc, ça veut dire que les 44% de gens qui sont locataires, eux, ont l'impression de ne pas vivre aussi bien que leurs parents ou que leurs voisins. Et donc, ça participe énormément au sentiment de déclassement français. Merci beaucoup, Robin Rivaton. Votre rapport est très, très intéressant et il est à retrouver. Et en plus, il y a le résumé au début, mais ça vaut le coup. C'est comme toujours, dans ce genre de travaux, c'est toujours intéressant d'aller vraiment au fond de la lecture parce qu'on y apprend plein de choses. Il est à retrouver sur le site du ministère du Logement. C'est le rapport sur l'évolution de la réglementation environnementale 2020. Vous avez une page Wikipédia ? Oui. Bon, je ne sais pas si vous pensez que la plateforme est neutre. En tout cas, on va justement donner son point de vue au journaliste Victor Lefebvre qui a mené l'enquête et il pourra justement vous donner sa version sur ces accusations et sur les accusations qui sont souvent lancées contre la plateforme, notamment celle signée de l'ancien président de l'UNI, le célèbre syndicat étudiant de droite. Quand il y a eu des émeutes à Amsterdam, immédiatement après ces émeutes, les institutions, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, a tout de suite souligné le caractère antisémite de ces émeutes. Et bien sur Wikipédia, à chaque fois que le caractère antisémite était souligné, il était effacé. On sait que sur beaucoup d'entreprises, on a des collectifs militants qui le revendiquent d'ailleurs, qui ont fait la modification des fiches Wikipédia une arme activiste, des raids qui sont organisés, par exemple autour de la 69, la création de la 69, les entreprises partenaires de la 69 ont été quelquefois attaqués sur Wikipédia pour justement relever leur caractère climaticide, écocide, etc., etc. Pendant la campagne américaine, il suffit de regarder la page de Joe Biden, la santé intellectuelle de Joe Biden, qui s'est révélée être extrêmement problématique. En fait, pendant longtemps, c'était impossible de mettre un article qui soulignait cette difficulté dans Wikipédia, comme ça a été d'ailleurs très difficile dans les médias. Et il a fallu le grand débat pour que cette information puisse naître aussi sur Wikipédia. Et plus on est sur des sujets chauds dans l'actualité, plus il y aura de gens qui seront sur cette fiche-là, notamment dans les milieux écologistes, qui ont redéfini ce qu'était le féminisme, l'écoféminisme, la décolonialité, etc., etc. Tout le temps. Bonjour Victor Lefebvre. Bonjour Vincent Roux. Pourquoi parlez-vous de la face cachée ?
de Wikipédia. Céderiez-vous une forme de complotisme? Non, pas de complotisme, mais la face cachée de Wikipédia, on l'a intitulée comme ça avec mon co-auteur Michel Sandrin, parce que sur Wikipédia, on pourrait dire qu'il y a d'une certaine manière la devanture, ce que chacun voit quand il consulte une page Wikipédia, c'est-à-dire l'article en lui-même, et puis il y a aussi ce qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle donc la face cachée, c'est toutes les discussions et les polémiques qui peuvent se tenir entre les contributeurs entre eux, et ces polémiques prennent parfois une dimension militante, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre. Est-il compliqué de rétablir une vérité sur Wikipédia? C'est très compliqué puisqu'en fait tout repose, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais tout repose sur les sources de presse, et à partir du moment où une affirmation est sourcée par une source de presse considérée comme fiable, il n'y a plus rien à faire, c'est gravé dans le marbre. On peut toujours discuter des sources de presse, de savoir si elles sont fiables ou non. Ah oui, c'est une question, parce que justement la question de la fiabilité est très intéressante dans ce que vous dites, parce que c'est toujours la question un peu trouble qu'on a quand on va sur Wikipédia. D'un côté, on se dit on va vite trouver un certain nombre d'informations assez rapides qui nous éviteraient peut-être la lecture ou d'ouvrages, ou en tous les cas de documents plus longs. Et d'un autre côté, on se pose la question de savoir si quand même tout ça est bien fiable et bien vrai. Et ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites qu'il y a une querelle derrière ces questions, c'est celle des sources. Oui, c'est celle des sources. En fait, tout repose donc sur un outil, un index qui s'appelle l'Observatoire des sources, qui n'est pas censé être prescriptif, donc qui sert de recommandation aux utilisateurs, aux contributeurs de Wikipédia. Et c'est très intéressant de regarder l'Observatoire des sources dans le détail. On s'aperçoit en fait que, pour schématiser, tout ce qui est à droite du Figaro est considéré comme d'extrême droite et donc non fiable pour cette raison-là. En revanche, vous avez d'autres médias qui sont, eux, manifestement de gauche, pour ne pas dire de gauche radicale ou militante, contestataire. Je pense à Reporter, Arrêt sur Image, Politis, etc., qui, eux, sont considérés comme des sources fiables, c'est-à-dire il n'y a aucune remise en question de ces sources de presse. Ouais, sachant qu'on peut être fiable et engagé. Oui, absolument, on peut être fiable et engagé. Alors, on prend un exemple qui est très symptomatique de ça dans le livre, c'est celui de Reporter, qui est donc un média militant, un site en ligne, qui a été, épinglé à plusieurs reprises, notamment parce qu'ils propageaient des fake news, notamment sur l'université de Tolbiac, quand il y a eu des blocages. Ils avaient dit qu'un étudiant était gravement blessé, ce qui était parfaitement faux. Ils donnent des tribunes à Thierry Messant, qui est un complotiste qui remet en question la version officielle du 11 septembre, à l'anthroposophie, qui est considérée comme une dérive sectaire par la Miviludes. Bref, Reporter et est en porte-à-faux avec la déontologie journalistique, et pourtant est considéré sur l'Observatoire des sources, en tout cas jusqu'à une date récente, comme un outil fiable. Donc on ne peut pas dire, parce que c'est un argument qu'on entend parfois, de dire que les sources, la question n'est pas la question de la fiabilité ou de la couleur, de la couleur politique, mais de la fiabilité. Or, il se trouve que c'est pas vrai, puisque Reporter est un exemple typique de ça sur l'Observatoire des sources. Est-ce que justement Wikipédia propage des fake news ? Alors, il y en a, je dirais quand même, et ce qu'on essaie de montrer dans le livre, que c'est quand même... Parce qu'on peut faire et vous le racontez d'ailleurs très bien, on peut faire précisément des contrefaçons, ce qui est la définition même de la fake news, la contrefaçon appliquée à l'actualité. Mais la moyenne d'une fake news en ligne, c'est 1 minute et 30 secondes sur Wikipédia. Donc vraiment, la fake news grossière, par exemple, on prend cet exemple dans le livre, un utilisateur s'était amusé à dire que Miss France 2023, je crois, était auparavant un homme. Bon, c'est resté en ligne quelques minutes, parce que manifestement, c'est une fake news. Il y a des bots, des robots qui permettent justement d'identifier les fake news et de les corriger. Mais le problème sur Wikipédia, c'est pas tellement la fiabilité qui est, globalement, ne pose pas de problème. Mais encore une fois, c'est ce qu'on essaie aussi de montrer dans le livre, c'est qu'un outil peut être, c'est paradoxal, mais peut être fiable et en même temps comporter des biais. Et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre. Alors justement, on va y revenir. Peut-être une question, qui finance Wikipédia ? Alors, personne ne finance Wikipédia. Wikipédia appartient à sa communauté de contributeurs, d'utilisateurs. Il y a des campagnes de dons qui sont faites tous les ans. Vous avez sans doute vu déjà, Wikipédia dépend des dons, etc. Donc, c'est un peu complexe le fonctionnement, mais vous avez un organe centralisateur qui s'appelle la Fondation Wikimedia, qui est hébergée aux États-Unis, en Floride, qui est régie comme une loi d'association, qui va centraliser tous ces dons et qui ensuite se charge de les donner à des antennes locales. Donc, par exemple, la Wikimedia France, qui elle ensuite va l'utiliser pour les donner à des associations. On montre d'ailleurs qu'il y a des associations qui sont financées par Wikimedia France qui sont sujets à polémique en raison justement de leur couleur politique et de leur militantisme affiché. Je pense à l'association Les 100 pages notamment. Mais en tout cas, tout ça pour dire que contrairement à une idée reçue, il n'y a pas un financier unique
de Wikipédia. C'est entièrement, ça repose sur le don, le bénévolat et aussi le mécénat, évidemment. Deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, quel est le modèle et est-ce que justement ces dons suffisent à faire vivre cette encyclopédie? Largement, et qui travaille, qui est salarié dans ce... Alors pour la question de l'argent... Dans ce site qui est a priori collaboratif, alors donc fonctionne sur le bénévolat. On n'est pas un problème sur Wikipédia, contrairement à, encore une fois, à une idée reçue. La fondation Wikimedia, donc aux États-Unis, elle a un budget de 190 millions de dollars chaque année, enfin là en tout cas pour l'année 2024-2025 c'est ce montant-là, et cet argent il sert principalement à payer les serveurs, la bande passante qui permet à chacun d'utiliser Wikipédia. Alors il passe aussi des partenariats maintenant avec Google, avec certains outils d'IA justement pour faciliter l'accès aux données de Wikipédia qui sont donc répercutés sur les outils d'IA, mais c'est vraiment, l'argent n'est pas du tout un sujet. Et alors Wikimedia France, donc l'antenne française qui est évidemment plus petite, elle salarie une quinzaine de personnes, donc pour un budget de 800 000 euros chaque année à peu près, mais en tout cas vraiment l'argent n'est pas du tout un sujet sur Wikipédia. Vous disiez il y a des financements d'associations qui peuvent en tout cas soulever la polémique ou susciter le débat. Vous citiez notamment l'association Les 100 pages. Oui, alors Les 100 pages en fait c'est une association qui a été fondée par une économiste suisse qui s'appelle Natacha Rowe, qui a créé cette association en 2016 et dont le but est de dire et de constater, et d'ailleurs chacun peut le vérifier, ce qu'ils appellent le fossé de genre sur Wikipédia, à savoir que les femmes sont moins représentées historiquement sur Wikipédia, aussi bien du côté des contributeurs que du côté des pages biographiques. Le chiffre, c'est à peu près 20% de femmes, de pages consacrées à des femmes pour 80% pour des hommes. C'est vrai, c'est parfaitement vrai, il y a un fossé statistique du point de vue de la parité homme-femme sur Wikipédia. Mais là où c'est plus tendancieux de la part de cette association, c'est de dire qu'il faut, s'il y a un fossé, c'est que nécessairement il y a un biais de genre sur Wikipédia et que Wikipédia est faussé et biaisé en raison de ce fossé de genre. Et donc ce qu'ils vont essayer de faire, idéal, puisqu'il y a à la fois des contributeurs hommes et femmes dans ce projet collaboratif, c'est de créer le plus de pages pour des femmes. Parfois c'est pertinent, parfois ça ne l'est pas. On se retrouve avec des pages consacrées à une archiviste suisse du canton du Vaud, inconnue au bataillon. Ça n'a aucun intérêt encyclopédique pour le coup. Et ça va même plus loin parce que, et là où c'est vraiment pour le coup je pense plus retors, c'est que sur certains votes communautaires, parce que sur Wikipédia il y a des votes communautaires, on s'aperçoit qu'il y a une pratique qu'on appelle sur Wikipédia, je vous épargne tout le jargon un peu compliqué de Wikipédia, mais du rameutage, c'est-à-dire le fait de faire venir ses amis réels ou virtuels pour influencer un vote. Et il y a notamment eu un vote sur le dead name, donc c'est-à-dire le prénom d'origine d'une personne trans qui a transitionné, pour essayer de faire en sorte que le vote soit influencé et que le dead name n'apparaisse plus sur la page d'une personne transsexuelle. Est-ce que Discord n'a pas tendance à remplacer Wikipédia ? Oui, alors, entre autres, aujourd'hui, il y a un chiffre qui est intéressant, qui est tout récent, qui montre qu'aujourd'hui, ChatGPT est davantage consulté au niveau mondial que Wikipédia. C'est-à-dire que ChatGPT est 6e site et Wikipédia est passé 10e. Donc il y a la bascule en train de s'opérer, notamment entre l'IA et Wikipédia. Ce qui ne change pas forcément les données du problème, parce que 50% en fait des contenus de l'IA aujourd'hui, tout moteur confondu, dépendent du contenu, proviennent directement du contenu de Wikipédia. Donc le problème de biais se vérifie toujours, quelle que soit la version d'ailleurs de Wikipédia qu'on utilise, qu'il s'agisse de la version française, anglophone ou germanophone ou n'importe quelle autre. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que Wikipédia justement contribue à ce phénomène qu'on appelle le slop, c'est-à-dire tous ces contenus qui ont été entre guillemets avariés par le fait qu'ils sont tous issus de faussés du fait même qu'ils sont générés par l'IA? Oui, alors, Wikipédia échappe quand même à ça pour l'instant. Il a été question, d'ailleurs, ça fait polémique, peut-être que vous l'avez vu tout récemment, il a été question que l'infobox, c'est-à-dire les premières infos qu'on voit sur une page Wikipédia, soient parfois rédigées par l'intelligence artificielle. Et les contributeurs, alors c'est plutôt aux États-Unis d'ailleurs, dans la version anglophone, se sont rebellés en disant il est hors de question que l'intelligence artificielle soit utilisée sur Wikipédia pour générer des contenus. Donc on fait en sorte que ça n'arrive pas, et les contributeurs sont très attachés quand même à leur indépendance. Que vous a appris finalement votre enquête, Victor Lefebvre ? Disons que je pense que depuis la publication du livre, ce qui est intéressant de ce qu'on constate sur Wikipédia, c'est déjà la façon dont le livre a été reçu, parce qu'on n'est pas les premiers à s'intéresser à Wikipédia. Il y a eu des enquêtes qui sont parues dans vos colonnes, d'ailleurs les colonnes du Figaro, sous la plume de Paul Sugy, dans Marianne, dans Le Point, et d'ailleurs mon co-auteur Michel Sandrin
a beaucoup été cité dans ses articles. Et en fait, ce qu'on constate, d'ailleurs on en parle un peu dans le livre, c'est de voir à quel point la communauté, en tout cas francophone de Wikipédia, forme un ensemble assez homogène, en tout cas dans les contributeurs les plus actifs, très militants, et surtout qui apprécie assez mal quand même la critique qui est portée contre Wikipédia. Donc nous, on essaie d'être assez mesurés dans le livre. Notre discours n'est pas de dire il faudrait privilégier uniquement des sources de droite sur Wikipédia au détriment des sources de gauche. On veut juste retrouver ce qu'est Wikipédia au départ, c'est-à-dire un projet universaliste, humaniste, et on est extrêmement critiqué pour cette raison. Est-ce que... alors on va revenir justement sur ces critiques, mais vous dites, et c'est sous-titré, les dérives de l'encyclopédie libre. Qu'est-ce que vous avez comme exemple de dérives ? Alors il y en a beaucoup des exemples de dérives sur Wikipédia. Pour revenir pour prolonger un peu la discussion sur la question des sources, il faut voir un peu les conséquences concrètes que ça peut avoir. Je vais prendre un exemple parmi d'autres. Une journaliste, Sonia Mabrouk, donc journaliste à CNews, il est dit sur sa fiche d'Europe 1 et CNews, il est dit sur sa page Wikipédia qu'elle appartient à la droite, à une ligne qui va de la droite à l'extrême droite identitaire, pour schématiser. Il se trouve que Sonia Mabrouk, on connaît ses prises de position et c'est plutôt en faveur de la laïcité. Elle n'a jamais caché sa confession musulmane et elle est taxée d'être d'extrême droite pour cette raison, simplement parce qu'elle officie sur CNews et sur Europe 1. Autre exemple, celui d'Eugénie Bastier, que je prends souvent aussi. C'est vraiment, vous allez voir la conséquence concrète des sources. Il y a un portrait qui a été consacré à Eugénie Bastier dans les colonnes de Street Press, donc un média plutôt de gauche radicale, qui dit qu'elle a milité au sein de l'Action française. Elle a toujours démenti avoir eu un quelconque lien avec l'Action française. Or, Street Press est considérée comme une source fiable, et donc il n'y a aucun moyen, si vous voulez, pour Eugénie Bastier ou pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs, de modifier cette affirmation. À partir du moment où c'est écrit sur Wikipédia avec une source fiable... Grave, parce que apparemment, si ça reste comme ça, et si c'est considéré comme vrai, ça devient une fake news. Ça devient une fake news, et surtout, ça a une conséquence terrible sur la réputation d'une personne. Que ce soit un journaliste, une entreprise, un État. À partir du moment où vous avez une information manifestement fausse qui a été démentie, vous n'avez plus aucun moyen de revenir sur cette allégation. Qu'appelez-vous le cherry picking ? Alors le cherry picking, c'est un moyen assez retors, qui n'est pas inventé évidemment par les utilisateurs de Wikipédia, mais le cherry picking, donc littéralement c'est la cueillette aux cerises, donc c'est le fait de sélectionner des faits et de les présenter d'une manière arrangeante ou au contraire à charge contre une personne ou contre une personne physique ou morale. Faire un récit orienté. Voilà, faire un récit orienté. Et la fake news, donc ce que je disais tout à l'heure, est quand même très identifié, très vite ciblé et très vite supprimé en général. Le cherry picking, en revanche, c'est plus insidieux. Et le cherry picking, c'est aussi bien la façon dont les faits sont présentés, mais ça peut être aussi le fait d'intégrer ou de supprimer une page Wikipédia. Parce que ce qui est important sur Wikipédia, c'est ce qui apparaît dessus, mais ce qui n'apparaît pas aussi. Et là-dessus, on prend un exemple dans le livre. C'est le cas de cette jeune fille qui a été violée à Courbevoie il y a 1 an tout juste, en juin 2024. Ces agresseurs ont été d'ailleurs condamnés là tout récemment, il y a une quinzaine de jours. Elle a été violée parce que juive. Le motif antisémite a été retenu d'ailleurs par le parquet. Ces agresseurs ont été condamnés pour cette raison. Jusqu'à une date très récente, il n'y avait pas de page consacrée à cette affaire, qui n'est pas simplement un fait divers, puisqu'il s'inscrit dans un contexte politique d'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon avait déclaré quelques jours avant que l'antisémitisme était résiduel en France. On était dans un contexte d'élection législative. Mais elle n'a pas été publiée parce que personne n'avait publié ? Alors si, il y avait eu des articles de presse évidemment. Non, mais sur Wikipédia. Alors sur Wikipédia, il suffit. Alors il y a un contributeur qui a essayé de créer cette fiche. Elle a été ensuite supprimée au motif que l'affaire était encore en cours et n'était pas jugée. Et effectivement, maintenant l'affaire a été jugée, la page existe, mais vous avez, si vous voulez, des dizaines et des dizaines d'affaires judiciaires en cours d'instruction qui ne sont pas jugées, où la présomption d'innocence donc existe toujours, qui ont pourtant une page Wikipédia. Les affaires. Et donc, à quoi attribuez-vous le fait que cette affaire-là, elle, n'a pas eu la possibilité d'être publiée ? Un double standard qui veut que. Je ne veux pas rentrer dans le. Voilà, je ne sais pas exactement quelles sont les raisons qui ont poussé les contributeurs à supprimer cette page. Mais il y a une suppression de page. Il y a une suppression de page. Pas des contributeurs. Qui a été votée par une toute petite minorité, une toute petite poignée. Donc il y a une action. Il y a une action, voilà, exactement. Quelles sont les pistes, Victor Lefebvre, pour... juste peut-être une précision, vous dites qu'il y a des parias, de Wikipédia. Oui, il y a des parias. Alors malheureusement, mon co-auteur
en est un. Il a été bloqué, même banni de Wikipédia, justement parce qu'il alertait dans les colonnes de la presse écrite, notamment, sur la montée du militantisme. Et c'est ce qui lui a valu, entre autres, ce bannissement, ce blocage, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus contribuer à Wikipédia. Donc vous avez, comme ça, des contributeurs, alors certains pour des motifs parfaitement valables, hein, quelqu'un qui va vandaliser, ce qu'on appelle un vandale sur Wikipédia, qui va s'amuser donc à faire des fake news ou alors à glisser des fausses informations de manière particulièrement insidieuse, eux, leur blocage ou leur bannissement, puisque le blocage, ça peut être temporaire, le bannissement, c'est définitif, ça touche à l'adresse IP, eux, c'est parfaitement légitime. Et là, vous dites que Michel Sandrin est banni maintenant. Oui. Les pistes pour remédier? Les pistes pour y remédier, je pense que ce serait que le grand public s'approprie davantage Wikipédia, non pas pour influencer dans un bord opposé Wikipédia, mais simplement pour comprendre comment ça fonctionne, parce que la plupart des gens, et j'en discute souvent, même avec des journalistes, ne savent pas exactement comment fonctionne Wikipédia. Donc déjà comprendre le fonctionnement de Wikipédia, et comprendre surtout qu'aujourd'hui, c'est une extrême minorité qui pose problème. On parle vraiment d'une dizaine ou d'une cinquantaine de comptes maximum qui sont les plus actifs, mais aussi les plus influents sur Wikipédia, et qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur Wikipédia. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'intitule « La sociologie des Wikipédiens ». Qu'est-ce qu'elle vous a révélé? Oui, alors la sociologie, on n'a pas fait l'étude nous-mêmes, on s'est basé sur des travaux de sociologues qui se sont intéressés au sujet. On voit que c'est plutôt des hommes qui sont contributeurs, CSP+, âgés d'une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années en moyenne, qui sont plutôt citadins, plutôt des profils d'universitaires, parfois de journalistes, plutôt d'ingénieurs, d'informaticiens beaucoup. Et en revanche, il y a aussi beaucoup qui penchent à gauche, voire très très à gauche, et qui l'affirment ouvertement. La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre, vous l'avez entendu, c'est passionnant et à lire aussi. C'est aux éditions du Cerf. Merci beaucoup, Victor Lefebvre, et bravo. Et on soutient Michel Sandrin, qui viendra ici, qu'on n'invisibilisera pas. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, pour Point de Vue, c'était le dernier numéro de la saison, donc le 25 août, mais sur le Figaro TV, on se retrouve tout le week-end, et dès lundi pour une émission spéciale, le 14 juillet à 9h, avec Damien Canuez, où on vivra ensemble le défilé et la fête nationale. Vous restez avec nous sur le Figaro TV.